Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et aujourd'hui on va s'aventurer dans Mornebrune. Eh oui, on va parler enfin de ce fameux set horrifique qui va nous tomber dessus ou qui vous est déjà tombé dessus en avant-première. Et il y a beaucoup de choses à dire puisqu'aujourd'hui on va s'attaquer au commandant de l'édition, comme vous y attendez, puisque vous avez lu le titre de la vidéo. Ou pas. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, où on est actif. On vous prévient dès qu'on sort de nouvelles vidéos dessus, mais également quand on organise différents événements et quand on a différentes nouvelles à vous faire passer. Également, on a un nouveau type de vidéo qui est sorti, ce sont des shorts qui s'appellent les carnets magiques et qui sont là pour vous expliquer les différents termes utilisés dans le jeu. Donc profitez-en, allez jeter un petit coup d'œil, ça fait toujours plaisir. En dehors de ça, on a également une chaîne Twitch sur laquelle je stream régulièrement, et vous pouvez retrouver également les lives Twitch rediffusés sur la chaîne secondaire YouTube, les archives de la tour de commandement, qui vont vous permettre du coup de revoir un petit peu des games qu'on a analysés ensemble, qu'on a fait éventuellement en live, des constructions de decks, etc. Voilà, bon, il y a un petit peu de retard sur les contenus, mais vous avez déjà énormément de vidéos à disposition, donc je pense que vous pourrez trouver des trucs histoire de vous aider à patienter un petit peu. J'en profite également pour remercier les tipeurs et tipeuses de la tour de commandement. Ce sont les personnes sur lesquelles on ne pourrait absolument pas continuer tout ce qui se passe ici, puisque mine de rien, créer du contenu, ça demande de l'argent, et financièrement, ce sont les personnes qui nous aident à tenir le coup et à continuer un petit peu tout ça. Eh bien, je vais les remercier, et je vais surtout remercier les grands mécènes, c'est-à-dire les personnes qui nous soutiennent considérablement dans ce projet: The Fish Spirits, Evil Devil 33, Amarok, Chakma, Lef et Tico Lastico, que je remercie chaleureusement avec toutes les autres personnes. Et si vous aussi vous souhaitez faire en sorte que nous survivions dans cet univers impitoyable qu'est YouTube, oui, pas Mornebrune, YouTube, eh bien n'hésitez pas, si jamais vous en avez les moyens, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo et accéder à notre Tipeee également. Et on vous remerciera du coup la prochaine fois aussi. Bien, aujourd'hui nous allons donc nous attaquer au commandant de l'édition Mornebrune, et autant vous dire qu'il y a pas mal de choses à aborder, puisque c'est une édition qui est riche, assez riche, pas trop de commandants mine de rien, on n'a pas un nombre aussi explosif que certaines éditions qu'on a eues récemment, mais autant vous dire que les commandants, il y a pas mal de choses à dire autour. Comme à chaque fois, je vais évoquer un petit peu ce qui est intéressant autour, dans quel type de deck est-ce qui pourrait rentrer, et éventuellement c'est une bonne idée de construire un deck autour, tout simplement. À savoir, on va faire d'abord les commandants monocolores, puis finir par les commandants multicolores, et faire un petit bilan un petit peu de toute cette édition, voir est-ce qu'elle apporte vraiment beaucoup de nouveaux commandants intéressants, ou pas. Bref, on est parti sans attendre, on va commencer avec la sauveteuse vagabonde. Une créature légendaire humain, samouraï et noble, 3-4 pour 5 dont 2 blancs. Elle a le flash, la convocation, c'est-à-dire que vos créatures peuvent réduire le coût du sort à payer en s'engageant pour soit réduire le coût générique, soit réduire le coût blanc si jamais elles sont également blanches. Elle a la double initiative et les autres créatures engagées que vous contrôlez ont la défense talismanique. Ok, alors c'est très intéressant puisque du coup, bon, déjà on est sur la vagabonde qui n'a plus son étincelle, bon. Mais d'abord, en fait, on se retrouve avec ce petit côté assez agressif, avec le côté flash double initiative. Évidemment, en zone de commandement, pas forcément ultra surprenant, puisque le flash, bon, on le voit arriver de loin, on sait dès le départ. Mais en soi, c'est probablement un commandant qui est quand même toujours assez jouable malgré l'utilisation du flash, puisque le fait d'utiliser la convocation fait qu'on a envie de jouer un deck, alors soit qui va être jeton, tout simplement, hein, comme beaucoup de decks convocation, soit simplement qui va jouer sur une présence de pas mal de petites créatures, ce qui est assez pertinent à ce qu'on appelle le Winnie. Et dans ce genre de cas, en effet, ce genre de situation où on va faire grossir un petit peu le champ de bataille, ça paraît très pertinent avec la dernière capacité de la sauveteuse vagabonde, puisqu'elle va nous permettre de protéger nos créatures. Du coup, elle joue un petit peu le rôle d'une créature qui est là pour protéger le board et d'une sorte de protection de masse, éventuellement, puisque hop, on engage, paf, on joue la sauveteuse vagabonde, ça va protéger si jamais quelqu'un avait voulu cibler nos créatures pour les détruire, pour leur faire une saloperie, et ben autant dire, voilà, la sauveteuse vagabonde peut être du coup un moyen de protéger ces créatures, mais également si jamais elles n'ont pas engagé pour la convocation, mais qu'elles étaient engagées parce qu'elles avaient attaqué ou quoi que ce soit d'autre, ça reste une excellente protection. Et ce qui est génial, c'est que derrière, alors on a ce côté double initiative qui en fait quand même un commandant assez fort, hein, et qui peut jouer d'une manière Voltron, c'est-à-dire le fait d'équiper, de booster notre commandant pour éventuellement tuer avec les dégâts de commandant, pas mal. Mais en fait c'est assez faisable et c'est plutôt cohérent
avec le fait d'avoir d'autres créatures autour, puisque on a des créatures qui existent, qui boostent notamment nos créatures à côté, bah alors que ce soit simplement des boosts généraux, l'exaltation, qui fait que quand une créature attaque seule, elle gagne un boost en fonction du nombre de créatures qui ont l'exaltation, ou de permanents qui ont l'exaltation. Tout simplement, on a ce genre d'éléments qui va faire, bah tiens, j'ai plein de trucs, donc du coup je vais booster encore plus considérablement en fait ma créature en question. Ce qui fonctionnerait du coup très bien avec la sauveteuse vagabonde, et étant donné que bon, elle a l'initiative, ça peut aller très très vite pour tuer au dégâts de commandant. Donc en tant que commandant, en fait ça fonctionne bien, et c'est un bon commandant mono blanc avec pas mal de créatures, sans que ce soit trop complexe, c'est juste efficace. Et ça c'est bien. Dans les decks dans lesquels elle peut être intégrée, bah du coup, elle peut s'intégrer de manière générale dans les decks jetons, dans les decks où il y a pas mal de créatures, notamment si jamais on va avoir des créatures qui peuvent s'engager pour faire des capacités. C'est un bon moyen du coup de les rendre protégées automatiquement, bah tiens, quelqu'un essaie de me la cibler, bah tiens, je l'engage pour sa capacité, la sauveteuse vagabonde est en jeu, parfait, du coup elle est automatiquement protégée, la défense talismanique va la protéger contre tout ce qui pourrait arriver. Donc génial. Là-dessus, en fait, c'est une bonne carte de protection et en même temps une bonne carte d'aggro. Ce qui en fait finalement une carte assez bien pour les jeux qui vont se baser beaucoup sur les créatures. Et je veux dire les créatures dans une condition de masse, en fait. Donc oui, une bonne carte à jouer en tout cas. Deuxième commandant blanc, c'est Toby, apprivoiseur de bestioles. Une créature légendaire humain et sorcier 1-1 pour 3 dont 1 blanc. Et quand il arrive, créez un jeton de créature 4-4 blanche bête avec « Cette créature ne peut pas attaquer ou bloquer seule ». Et quand vous contrôlez au moins 4 jetons de créature, les jetons de créature que vous contrôlez ont le vol. Et ben, mine de rien, c'est assez fort, hein. Pour 3 mana, on se retrouve avec 5 de body en jeu, plutôt fort. Mais alors clairement, ici on est basé sur du jeton. Je veux dire, la deuxième capacité annonce tout. Tiens, tous mes jetons ont le vol parce que j'ai au moins 4 jetons de créature. Qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? En gros, on va jouer des jetons, des jetons, des jetons, des jetons, des jetons, et encore des jetons. Et éventuellement, on peut faire une petite pointe de blink, puisqu'on va permettre éventuellement d'exiler, renvoyer en jeu Toby, et recréer encore le jeton à côté, puisque ça n'est pas un jeton légendaire, ce qui est quand même assez énorme, parce que du coup, on se retrouve avec deux 4-4 qui peuvent pas attaquer ou bloquer seuls, mais du coup, on peut les faire attaquer ensemble. Ce qui fait que sur un très bon tour où on joue Toby, on va jouer Toby, le blinker dans le même tour, du moins dans le même tour de table, et quand ça reviendra à notre tour, on aura deux 4-4 prêts à attaquer ensemble, et ça a un impact assez considérable en fait dans la partie. Donc autant dire que Toby paraît être un très bon commandant mono-blanc jeton, donc voilà, on peut jouer un peu sur le blink éventuellement pour jouer avec lui là-dessus, mais autant dire que voilà, ça fonctionne assez efficacement. Il n'y a rien de choquant, ça donne de l'évasion derrière, donc c'est plutôt très efficace en fait en zone de commandement. Dans les decks, évidemment, là on va parler des decks jetons, enfin je veux dire, il n'y a pas vraiment de surprise. L'avantage c'est qu'on va gagner d'autres couleurs à côté, vu que Toby est en mono blanc, ça peut être un petit peu contraignant, voire des fois mettre, voilà, pas trop bien dans la partie. Mais là on se retrouve avec la possibilité de le mettre peut-être avec du vert à côté, avec du rouge, avec deux autres couleurs. Autant dire que dans ce genre de cas, je pense que Toby sera un excellent ajout dans les jeux jetons, quasiment un... Enfin non, c'est un staple, parce qu'il crée déjà un jeton à l'arrivée, et en plus il donne de l'évasion au jeton, en étant juste en blanc, c'est quand même très très efficace. Éventuellement, on peut jouer avec le vol, pourquoi pas, si jamais on a envie d'avoir des créatures qui sont générées en plus et de leur donner le vol derrière. Donc dans un jeu vol, ça peut fonctionner, c'est vol-jeton, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est un très bon ajout, très bonne carte à la tête du deck, même si elle est restreinte à une couleur, et très bonne carte dans les decks, puisque on a quand même pas mal de decks jetons qui vont utiliser le blanc, justement, pour leur stratégie. Donc ouais, top. On passe maintenant au commandant bleu, l'écorcheur d'esprit, une créature enchantement légendaire cauchemar qui coûte 3 bleus. C'est une 10-1, oui, vous avez bien lu, et il ne peut pas être bloqué. Si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un adversaire, prévenez ces blessures, et chaque adversaire meule autant de cartes. C'est assez intéressant en fait derrière parce que c'est un commandant clairement, si vous voulez jouer en tant que commandant, il veut jouer aggro, il veut jouer sur le fait de mettre des dégâts à distance. Alors le problème c'est que c'est des blessures, pas de la perte de points de vie, donc il y a certaines choses qui ne fonctionneront pas. Éventuellement on peut jouer un petit peu sur ce que j'appelle la stratégie Tetsuko Mezawa, c'est-à-dire des créatures qui ont un endurance et beaucoup de force. Généralement c'est l'inverse, mais on a quand même pas mal de créatures en mono bleu qui existent et en artefact, ne pas oublier, qui disent bah tiens, on va avoir ce petit côté,
je vais jouer avec une créature qui a peu d'endurance, mais du coup qui sera imbloquable avec Tetsuko Maezawa. Et ben là, c'est vrai que l'écorchure d'esprit, déjà de base, ne peut pas être bloqué, mais surtout, ce qui est assez dingue, c'est cette capacité, en fait, de prévenir les blessures sur un adversaire, mais de faire en sorte que tous les adversaires soient touchés, et meule autant. Ce qui rend la chose très intéressante pour le multijoueur, en fait. Et le fait qu'il y ait ce design-là, bah ça permet de le jouer en multijoueur sans que ce soit « Ah bah non, attends, c'est juste que je vais remplacer les dégâts par de la meule », ce qui aurait été pas très bon, je vous avoue. Puisqu'en fait, ça aurait simplement demandé de meuler beaucoup plus de cartes en commandeur, puisque, voilà, entre 40 points de vie à descendre et 100 cartes à meuler, autant vous dire qu'il y en a un qui, sur les deux qui va quand même relativement plus vite. Mais voilà, mais en disant, bah tiens, je fais descendre 10 cartes à chaque adversaire quand j'essaie d'en toucher un seul, bah, c'est quand même assez efficace. Derrière, imaginez un petit peu justement si on a plein d'autres créatures comme ça, qui vont du coup être imbloquables et qui vont... alors là je parle de Tetsuko Maezawa en bonus derrière, qui paraît assez essentiel pour les autres créatures du même genre. Mais voilà, ça en tout cas pour le deck, ça paraît être plus ou moins la direction, éventuellement avec des doubleurs de meule, hein, n'est-ce pas? On pense aux habituels, et tous les trucs qui vont permettre de meuler en plus à côté. Donc bon, voilà, c'est la chose un peu intéressante. Mais par contre, dans d'autres decks, c'est là où il peut se passer des choses un petit peu bizarres. Pourquoi? Parce qu'on peut jouer avec des stratégies burn, déjà. Oui, simplement en disant, bah tiens, je mets 3 à un adversaire avec une foudre. En fait, ça fait mêler 3 cartes à chaque adversaire. Voilà. Alors oui, en effet, on prévient les blessures, mais le fait d'avoir ce genre de petits effets comme ça peut être super intéressant. Mais c'est encore meilleur dans les jeux burn, quand on va mettre des dégâts à chaque adversaire en même temps. Notamment, je pense par exemple, Approche du Dragon. Ça met 3 blessures à chaque adversaire, ce qui fait qu'en fait, chaque adversaire va meuler... Oui, il va meuler 9 cartes. Puisque 3, pour chacun des 3 adversaires qui est censé prendre des dégâts, bah du coup ça va faire 9 cartes d'un coup, sur une carte qui coûte 3, bon. Alors après, il y en a probablement d'autres que vous allez peut-être imaginer, vous allez peut-être m'en parler dans les commentaires. Mais en tout cas, Burn, ça paraît pas mal comme stratégie. Après, on peut partir sur la stratégie grosse bête, hein, simplement se dire, je vais partir sur un bleu-vert qui va se baser sur des grosses créatures. Vous le savez, Simic adore ramper, la combinaison bleu-vert est très forte pour ça. Et derrière, on peut s'amuser juste à taper comme un gros bourrin. Voilà. Vous imaginez votre Galta 12-12 là qui arrive et en fait vous allez faire meuler 12 cartes à chaque adversaire en tapant avec? Bah, c'est le genre de choses qui peut arriver en effet grâce à l'écorchure d'esprit, mais dans ce genre de conditions, c'est assez étrange puisque dans un deck grosse bête, on va rarement avoir envie de sacrifier la meule, enfin sacrifier pardon les dégâts pour de la meule plutôt. C'est un peu bizarre, donc on se dira toujours ouais mais en fait j'ai moyen de mettre des dégâts plus rapidement, pareil pour le burn, du coup c'est un choix, et je ne sais pas en fait si réellement c'est un choix qui peut être pertinent. Il y a quelque chose d'intéressant dans le design. Vous allez me dire dans les commentaires, en fait, mais moi je pense qu'il y a peut-être ce petit côté où on va avoir un peu peur de sacrifier nos dégâts pour de la meule, tout simplement. C'est un peu dommage. Je pense qu'on n'y est pas exactement... on n'y est pas exactement sur ce qu'on voudrait faire. Et du coup, à la limite, à la part à la tête de son propre deck, bah, je pense que c'est une carte qui va... Voilà, à moins qu'on puisse réellement en abuser, faire des boucles, etc. Et encore, enfin voilà, ça va être un peu complexe, quoi. Donc bon, je suis pas trop sûr là-dessus. Passons au commandant noir. Le seul commandant noir, le gros commandant de l'extension, c'est Valgavoth, dévoreur de terreur. Une créature légendaire ancêtre et démon qui coûte 9, dont 3 noirs. Oui, vous avez bien entendu. C'est une 9-9 qui a le vol et le lien de vie. Il a parade, sacrifier 3 permanents non-terrain. Et si une carte que vous ne contrôliez pas devait être mise dans le cimetière d'un adversaire, d'où qu'elle vienne, exilez-la à la place. Pendant votre tour, vous pouvez jouer des cartes exilées par Valgavoth, on va y arriver. Si vous lancez un sort de cette manière, payez un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana à la place de son coût de mana. Et bien en fait, c'est assez intéressant, on a ce côté, bah tiens, on va voler des cartes aux adversaires, en plus c'est si jamais elle est mise au cimetière depuis n'importe où, ce qui veut dire, bah tiens, on peut le faire défausser, on peut le faire meuler, on peut le faire sacrifier, on peut détruire des permanents, c'est super, t'es là, waouh, trop bien et tout. Oui, mais en fait, la grosse blague, en fait, c'est que Valgavoth coûte 9 mana. C'est extrêmement coûteux. Le fait de jouer sur le vol de cartes, c'est très intéressant. On l'a déjà vu avec Gonti, le premier en mono noir, qui fonctionnait bien. On l'a déjà vu du coup avec le nouveau Gonti également derrière. On a eu pas mal de commandants récemment qui se sont axés comme ça sur le vol de cartes adverses, ce qui est intéressant. Mais Valgavoth a cet énorme problème de coûter 9 mana.
Et honnêtement, étant moi-même joueur de Vélis, qui coûte 8 mana, qui est également un démon, eh ben, je vais vous le dire, hein, c'est très très compliqué. Pour le rendre très efficace, en fait, en tant que commandant, bah du coup on est obligé de mettre toute la rampe possible, et alors quand je dis toute, c'est voilà, vous voulez jouer budget, oubliez-le. Parce que il va vous falloir votre mana crypt, il va vous falloir aussi votre mana vault, il va vous falloir en fait tous les trucs qui vont accélérer énormément le mana que vous allez faire, les réducteurs de coûts, etc. Parce que vous voulez jouer Valgavoth le plus rapidement possible. Parce que si vous n'y arrivez pas, bah votre jeu, il va probablement faire « ouais, ok, pourquoi pas ». Et encore une fois, bah, c'est un peu la manière de Tergrid, de la même façon que, vraiment de la même façon que Tergrid, ce petit côté où le commandant fait vraiment la majorité du travail du deck. Sans le commandant, c'est un petit peu moins intéressant, c'est voire même pas du tout efficace. Et derrière, on pourrait partir voilà, sur un deck de contrôle, tout simplement, qui va défausser, qui va faire permettre de meuler, etc. Pour utiliser le plus possible les cartes adverses. Voilà, bon, pourquoi pas. Mais voilà, il y a ce petit côté, c'est compliqué en fait de le récupérer, et de le jouer surtout. 9 mana, très cher. Par contre, si on envisage en d'autres decks, alors là ça ouvre des possibilités. Notamment, bah, comme je disais tout à l'heure, on a le deuxième Gonti qui est tricolore qui aimerait bien Valgavoth. Ces genres de cartes, il est content de les jouer, c'est magnifique. Mais surtout, il nous faut potentiellement, si on joue Valgavoth dans un deck, il nous faut un moyen de le mettre au cimetière et de le ranimer. Parce que ça sera beaucoup plus facile de faire comme ça que de payer 9 mana pour le lancer. J'insiste vraiment. À moins d'avoir accès au vert, de jouer un deck qui pourrait jouer Réanimator, Sacrifice, et justement éventuellement récupération de cartes, pourquoi pas. Ça peut être très pertinent, mais il faut faire attention, il faudrait peut-être que Valgavoth soit joué, non pas avec son coup de mana, mais en le ranimant, en cheatant un petit peu le coup. Donc bon, dans ce genre de cas, je pense que ça peut être un excellent ajout dans certains decks, si on aime jouer en plus derrière avec le côté, bah tiens, je vais partir sur le fait de piquer des cartes aux adversaires et en faire quelque chose. C'est ça en fait qui est très intriguant là-dessus, c'est que c'est un commandant qui a un potentiel de puissance assez fort, mais qui est énormément restreint par rapport à son coup de mana. Ce qui est compréhensible, voilà. Mais là-dessus, ouais, à voir éventuellement, vous, dans quel deck vous pensez éventuellement l'intégrer, ou est-ce que vous avez vraiment envie de monter un deck autour de lui, et qu'est-ce que vous souhaitez en faire. Voilà. Parlez-en dans les commentaires, moi je suis là pour regarder un petit peu tout ce que nous avez à nous proposer. Passons maintenant au commandant rouge, alors, grande surprise, oui et non, parce que bon, j'avoue que c'était probablement le moment où faire revenir ce personnage, c'est Norin, survivaliste agile, une créature légendaire humain et couard qui coûte 1 rouge, c'est une 2-1, il ne peut pas bloquer. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient bloquée, vous pouvez l'exiler, vous pouvez jouer cette carte depuis l'exil ce tour-ci. Alors, Norin avait déjà une version, c'était le circonspect, qui en fait, chaque fois que quelqu'un lançait un sort ou qu'une créature attaquait, bam, il partait en exil et il revenait à la fin du tour. C'est génial. Super intéressant. Alors bon, on peut se dire, non mais attends, pourquoi? Bah oui, effet d'arrivée en jeu, etc. Et du coup, avec Norin, ici, la deuxième version, on a ce même processus qui revient, c'est-à-dire le côté, bah tiens, je vais exiler la créature chaque fois qu'elle devient bloquée, donc du coup on peut éventuellement forcer le fait d'être bloqué par une autre créature, pourquoi pas, notamment en mettant peut-être des créatures qui sont menaçantes, qui ont de l'impact quand elles touchent, etc. Mais, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on va pouvoir exiler, rejouer ensuite la carte, alors, en payant son coup de mana, ça peut être un petit peu gênant, mais il y a un avantage, c'est les effets d'arrivée en jeu. Si on joue justement sur les effets d'arrivée en jeu, ben Norin devient un commandant très intéressant, en disant, bah, comme sa première version, j'ai une créature qui arrive en jeu, je mets des dégâts aux adversaires, je mets des dégâts équivalents à leur force, à leur endurance, à leur coup de mana, pourquoi pas. Voilà, mais en gros, hop, j'ai une créature qui arrive, je vais faire quelque chose, elle a son propre effet, il y a d'autres effets à côté qui fonctionnent avec l'arrivée en jeu d'une créature. Oui, ça fonctionne, et ça va être très bien en fait là-dessus. Si on a envie d'abuser justement du fait des capacités qui se déclenchent à l'arrivée, ou éventuellement quand on quitte le champ de bataille, et bah du coup Norin devient très bon. Et on met les adversaires dans une situation assez intéressante, c'est soit tu bloques et je récupère ma créature en exil et je vais pouvoir la rejouer et refaire un effet qui t'emmerde, soit tu bloques pas et tu prends des dégâts considérables. Voilà. Je pense notamment, enfin, moi une carte que j'aime assez, c'est la carcasse mécanique combustible. Voilà, assez drôle. Je vous avoue que c'est assez marrant, l'effet d'arrivée en jeu est très intéressant. La carcasse elle-même a une très bonne capacité. Elle a en plus enfin voilà, elle a des moyens d'attaquer qui sont assez considérables, une petite 6-6 initiative, ça fait toujours plaisir. Donc autant dire que c'est assez efficace.
Mais par contre, faut pas oublier un truc, c'est que comme on va rejouer depuis l'exil, il faut s'intéresser aux cartes rouges qui vont prendre en compte le fait qu'on va jouer depuis l'exil. Donc si on veut jouer autour de nos reins, on peut s'amuser à mettre des cartes qui vont adorer quand on va s'amuser à jouer des sorts depuis l'exil, très efficaces. Il y en a certains qui permettent de donner des boosts, il y en a certains qui permettent de mettre des dégâts, il y en a certains qui permettent de cascader, et oui, faut pas oublier. Mais autant dire qu'on a eu beaucoup de matériel ces dernières années, autour de ça, autour du jeu depuis l'exil, et ça fonctionne, il faut le dire. Donc autant jouer nos reins éventuellement dans cette double stratégie exil arrivé en jeu. Pourquoi pas. Mais c'est là où ça devient intéressant, c'est que comme je vous ai parlé du fait de jouer depuis l'exil, il y a 2-3 petites alarmes qui ont dû vous sonner dans votre tête. C'est le fait qu'il y a des commandants déjà existants, multicolores, qui jouent avec le rouge, bien sûr, parce que le rouge est très bon pour ça, et bien, qui jouent avec le rouge, qui seront très contents d'avoir nos reins en plus, en fait, dans le deck. Bon, ça prospère éventuellement si vous jouez avec pas mal de créatures, ça peut être intéressant, notamment parce qu'on a aussi des créatures en noir et en rouge, comme des effets d'arrivée en jeu très intéressants, et en plus, souvent, un petit peu de capacité d'évasion pour l'attaque, ça fait plaisir. Mais aussi, bah, pourquoi pas le rouge-vert avec Faldorn de Baldur's Gate, tout simplement parce que ça va faire des loups dans tous les sens. Autant dire que là, c'est plutôt pas mal. Ok, voilà, vous avez un petit peu le topo sur nos reins, qui est un commandant qui paye pas de mine, mais en fait, mine de rien, qui peut s'intégrer dans pas mal de decks. On va enchaîner avec Altanak, lui qu'on appelle 3 fois. Une créature légendaire, insecte et bête qui coûte 7 mana dans 2 verts. Il a le piétinement, et à chaque fois qu'il devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, piochez une carte. Pour 2 dans 1 vert, défaussez-vous d'Altanak, renvoyez sur le champ de bataille, engagez une carte de terrain ciblée de votre cimetière. Ok, alors là je vous avoue que, en tant que commandant, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un commandant relativement oubliable en fait. On a le côté, ah bah tiens c'est un insecte, pourquoi pas, c'est une bête, ah ouais, bon. Voilà, donc il y a les types de créatures vont pas trop nous aider. En fait, en dehors du fait que c'est une créature légendaire qui a 9 de force, ce qui est quand même pas mal, hein, et qui a le piétinement, ce qui en fait quand même un commandant potentiellement très bon pour essayer de tuer l'adversaire aux dégâts de commandant, ça fait plaisir. Bah, c'est vrai qu'à côté, il n'y a pas grand-chose, parce qu'en fait, la pioche dessus dépend des adversaires, donc peut-être qu'ils vont éviter de le cibler. Après, bon, s'ils le ciblent pour le gérer, ça paraît cohérent, bien sûr, voilà, vous allez récupérer quand même pas mal de plus-value, ça fait plaisir. Et l'effet à la défausse, bah, en tant que commandant, il ira rarement dans la main, hein, ça il faut le dire. Et puis honnêtement, pour juste renvoyer en jeu une carte de terrain, bof. Donc pas forcément un commandant ultra conseillé, et j'ai envie de dire, même si vous le jouez dans un deck, vous pouvez peut-être le jouer dans un tribal insecte ou un tribal bête, mais c'est... voilà. Et le côté, bah tiens, on va se défausser une créature pour ramener un terrain, ça peut être utile dans certains decks, mais c'est un peu dommage de le jouer que pour ça, et de se dire, bah la 9-9 piétinement, on n'en fera pas grand-chose, quoi. Je sais pas trop, là-dessus c'est pas un commandant qui m'inspire beaucoup. En tout cas, je sens que c'est plus une carte qui va être intéressante pour le limiter en se disant, voilà, en début de partie j'ai quelque chose qui me permet de récupérer un terrain, c'est cool. Ou bien en fin de partie j'ai une grosse bête, bon. Mais en commandeur, voilà, c'est moins adapté, ça c'est sûr. Autre commandant vert, c'est Kona, bestiole de sauvetage. Une créature légendaire, bête et survivant, oui. Qui coûte 4 dont un vert, c'est une 4-3, et elle a la survie qui est une nouvelle capacité. Au début de votre deuxième phase principale, si Kona est engagé, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent depuis votre main. Alors c'est assez intéressant parce que le fait de déclencher une capacité au début de la seconde étape, seconde phase principale, c'est quand même pas mal du tout. Et le fait de demander uniquement l'engagement fait qu'il y a pas mal de stratégies en fait avec lesquelles c'est ultra jouable, notamment les véhicules. Voilà. Oui, on pourra attaquer avec Kona, mais en fait c'est une 4-3, peut-être qu'on se dit ah ouais ça va peut-être un petit peu dangereux et tout. Non, pourquoi pas jouer véhicule, ou alors avec des capacités qui permettent d'engager d'autres créatures. Voilà, on a certaines créatures par exemple qui engagent une autre créature pour faire du mana. C'est assez intéressant, ça fonctionne plutôt pas mal avec Kona. Les véhicules, les montures du coup, comme je disais, hein, c'est encore une fois un autre moyen d'engager une créature sans avoir forcément à attaquer, c'est cool. Et derrière, en fait, si vous voulez jouer vraiment aggro avec Kona, il va vous falloir de quoi protéger Kona efficacement, mais aussi du coup avoir pas mal de permanents à jouer, puisque bon, Kona permet de poser des permanents. C'est vrai qu'on va peut-être moins accentuer le côté éphémère rituel dans ce deck, puisque du coup on aura envie d'avoir pas mal de permanents à disposition. Et je vous avoue que l'effet est quand même très fort, hein, ça c'est pas rien du tout, de dire ah bah tiens, vas-y, je peux poser un permanent. Ok, très bien.
c'est loin d'être inefficace et ça peut devenir très très puissant, d'autant plus qu'avec le vert on a accès à du tuto pour les créatures, ce qui fait qu'on peut aller chercher des créatures très puissantes et simplement se dire bah tiens voilà quand Kona va être engagé, pouf je mets la créature en question, on n'en parle plus, ça se passe bien. Voilà. Éventuellement mon petit plaisir, moi c'est la Ghalta numéro 2 qui permet quand elle arrive en jeu en fait de poser n'importe quel nombre de créatures de votre main. Ça paraît plutôt pas mal. Si on doit parler un petit peu des decks dans lesquels on peut jouer Kona, bah, j'avoue que moi il y en a plusieurs en fait qui pourraient m'intéresser, mais avant tout je pense que c'est ce qui va se baser sur la phase d'attaque. Jouer en disant bah tiens on va protéger nos créatures, les booster éventuellement. Kona pourrait du coup être un très bon attaquant. Éventuellement comme je le dis, véhicule. Voilà bon, avec du vert c'est un peu rare véhicule, mais par contre monture, on a eu de très bonnes choses avec Croise Tonnerre, les montures, il y en a quelques-unes qui sont très efficaces. Faire un petit cumul monture-véhicule avec Kona dedans, ça paraît très très fort. Et honnêtement, je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez percutant si on la met dans un deck qui va utiliser les bonnes couleurs, quoi. Notamment blanc-vert pour monture, ça c'est sûr. Et pourquoi pas du rouge-vert ou blanc-vert véhicule également. Ça ferait plaisir. Enfin, on termine le monocolore avec Tyvar le marteleur, créature légendaire elfe et guerrier, 3-3 pour 3 dans 2 verts. Engagez une autre créature dégagée que vous contrôlez, Tyvar devient indestructible jusqu'à la fin du tour, engagez-le. Et pour 5 dans 2 verts, les créatures que vous contrôlez gagnent plus X jusqu'à la fin du tour, X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Bah ici on est sur un commandant en fait qui me fait beaucoup penser à un commandant à la fois autour des elfes et des dorks en général qui vont créer du mana, et des grosses bêtes à côté. Simplement pour dire, j'ai plein de petites bêtes, hop, et je vais juste poser une grosse bête, activer la capacité de Tyvar avec mon mana, et juste booster tout le reste du board. Ça me donne une petite vibe de Behemoth caveur de cratère, le cratère ouf Behemoth. Ça peut très bien fonctionner, le fait aussi de jouer avec des jetons, etc. Ça peut être envisagé avec des jetons de différentes tailles, par exemple, pourquoi pas des jetons bêtes 4-4, tiens, mais avec des petites jetons elfes à côté 1-1, et voilà, on fait le cumul, on dit, tiens, +4/+4 à toutes mes créatures, c'est très très efficace. Par contre, il n'y a pas d'évasion fournie par Tyvar, donc du coup c'est quelque chose à envisager également. Ce qui en fait un commandant très puissant et très 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 agressif quand il va être bien monté. Par contre, si vous voulez envisager de jouer Tyvar dans d'autres decks, bah en fait, on va se baser sur la même chose, quoi. Des decks avec des grosses bêtes, éventuellement, pourquoi pas des bêtes avec un handicap, les créatures qui vont avoir une sorte de handicap en termes de coût de mana. Ah tiens, ça coûte pas cher, mais voilà, je pense notamment au prototype Lupin, ça coûte 2 mana, mais c'est une 5/5. Ce qui fait que, bah mine de rien, ça en fait un très bon boost potentiel dans ce genre de stratégie. Tyvar, du coup, voilà, il est content, quoi. Un petit peu à la manière de ce que fait Selvala mono verte, hein, la Heart of the Wilds. Un peu de la même façon, vraiment en mode, ah bah tiens, je vais utiliser des créatures qui ne peuvent pas faire grand-chose, mais qui ont quand même une force et une endurance conséquente pour booster mes créatures de manière conséquente. Donc ça peut servir à la fois dans le deck, mais du coup, si vous jouez déjà un deck qui a tendance à se servir de ce genre de créatures, Tyvar, c'est un excellent ajout là-dedans. Et surtout, en fait, je pense qu'il faut pas oublier une chose, c'est que Tyvar n'a pas forcément besoin de petites créatures à côté. Tyvar peut être juste la créature que vous allez poser, et en fait vous allez genre plein de grosses bestioles à côté, et juste vous allez dire, bah tiens, toutes mes grosses bestioles gagnent +X/+X. Voilà, toi t'es la plus grosse, vas-y, hop, +X/+X. Faut pas oublier ça aussi. Moi, la description que je vous faisais du deck pour le deck vraiment autour de Tyvar, c'est peut-être envisager de mettre un petit peu plus de mana d'orc, de manière à accélérer le plan de jeu pour avoir votre grosse bête, et ensuite booster vos petits dorks pour attaquer. C'est intéressant, mais c'est vrai que le côté juste, je joue avec quelques grosses bêtes et je leur donne un boost de fou furieux, ça peut être génial, d'autant plus si votre commandant est lui-même une grosse bête. Bonjour Ghalta, encore une fois, la première cette fois-ci. La première Ghalta, simplement parce que booster Ghalta à +12/+12, ça paraît pertinent pour tuer un joueur derrière. Voilà, donc là-dessus, pourquoi pas en fait jouer tout simplement ce Tyvar dans les decks avec des belles bestioles. On va passer maintenant aux cartes multicolores, les commandants multicolores plus précisément, avec Arabelle, poupée abandonnée, une créature artefact légendaire jouée qui coûte un rouge et un blanc, et à chaque fois qu'elle attaque, elle inflige X blessures à chaque adversaire et vous gagnez X points de vie, X étant le nombre de créatures avec une force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez. Eh ben génial! Vous vous souvenez quand même qu'on a déjà eu quelques cartes récemment qui jouaient justement sur les créatures qui avaient une force inférieure ou égale à 2. Ce qui est génial, puisque
Là, on est en blanc-rouge, on accède maintenant à une bicolorité autour de cette stratégie. On avait eu Delné récemment qui est sorti là-dessus, qui était excellente, ça j'ai rien à dire, très bonne carte. Mais du coup, c'est vrai que le fait d'être monocolore, ça a gêné un petit peu. Là, le fait de passer en blanc-rouge, ça ouvre énormément de possibilités, notamment le fait de jouer tout simplement uniquement avec les créatures à 2 de force qui ont de très bons effets, parce que du coup, on peut mettre Delné dans le deck, ça fonctionnera très très bien. Arabelle va bénéficier énormément de cet effet-là. Et également, simplement, par exemple, le fait de jouer avec les jetons. Parce que les jetons, l'avantage c'est qu'en blanc, on a pas mal de jetons de soldats, d'humains, de guerriers, de chevaliers qui sont à 2 de force. C'est génial, là-dessus, il n'y a rien à dire. Maintenant, il y a même les lapins qui sont sortis dans Bloomburrow, donc vous pouvez vous amuser avec des poupées et des lapins, voilà, si vous voulez. Mais, à côté, en rouge, on a également un autre type de créature qui aime beaucoup les jetons, les petits jetons, ce sont les gobelins. Et oui, vous pouvez vous amuser en fait à jouer avec les gobelins en plus à côté. Et Arabelle me rappelle beaucoup en fait ce que faisait Alibou, de la même façon avec le nombre d'artefacts engagés vous contrôlez. Sauf que là, Arabelle, c'est juste la quantité de créatures. Ils n'ont pas besoin d'être engagés, ils n'ont pas besoin d'avoir une autre caractéristique en plus, juste ça. C'est tout. Vous pouvez éventuellement partir un petit peu sur ce que j'avais expliqué tout à l'heure avec la vagabonde, la sauveteuse vagabonde, c'est de faire en sorte de jouer avec le boost par rapport au nombre d'autres créatures que vous contrôlez. Du coup, Arabelle devient un moyen, en fait, de mettre des dégâts de manière indirecte à l'attaque, mais aussi de mettre des dégâts directs avec le combat. Voilà. Donc, ça peut être assez intéressant, quoi. Voilà. Là-dessus, ça fonctionne pas mal. Mais par contre, une petite chose aussi, il faut de l'évasion. Voilà. Là, il n'y a pas d'évasion dessus, c'est une 1-3, c'est très sympa, mais il faudra peut-être envisager soit de lui donner le vol, un blocage d'une manière ou d'une autre, ou alors de faire en sorte de tuer les créatures adverses dès que possible, ou d'attaquer uniquement le joueur qui n'a pas de créature. Mais bon, au bout d'un moment, c'est pas forcément toujours possible. Donc là-dessus, un petit peu d'évasion, ça fera plaisir. Elle peut se jouer également dans des decks, comme j'ai dit déjà, jetons, tout ce qui va être Winnie avec pas mal de petites créatures. En fait, elle s'adapte très bien avec d'autres stratégies, d'autres decks, puisque elle est efficace en fait là-dessus. Juste, vous jouez avec des jetons dans une autre couleur, peut-être en blanc, rouge, vert, pourquoi pas, ou un autre commandant blanc-rouge, ajoutez Arabelle, ça vous coûtera rien, et honnêtement, c'est efficace. Donc bon, là-dessus, très bon commandant, très bonne carte à ajouter dans d'autres decks. On enchaîne avec un commandant avec beaucoup plus de couleurs, c'est Frima, guide misanthrope, qui coûte 4 dont un noir, un rouge et un vert, c'est une créature légendaire humain et psychagogue 3-4 avec parade 2, et au début de votre entretien, chaque joueur pioche 2 cartes. Délire. Tant qu'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, la taille de main maximum de chaque adversaire est égale à 7, moins le nombre de ces types de cartes. Ok, alors du coup, on pourrait se dire « Ah, attends, il est sympa, il file les cartes et tout, c'est bizarre en noir, rouge, vert. » Et puis après, on se rend compte que le délire est là exactement pour faire l'inverse de ce qui est envisagé par un joueur sympa, c'est-à-dire le fait de réduire la taille de la main des adversaires. Ce qui est quelque chose qu'on ne fait pas très souvent dans Magic, et qu'on n'a pas fait depuis un bon moment d'ailleurs. Mais autant vous dire que, pour moi, il y a 2 façons de jouer Frima. Soit vous le jouez group hug, vraiment, hein, c'est pas une blague, vous pouvez jouer group hug, le rouge et le vert feront le taf pour le group hug, à la limite le noir, vous pouvez faire en sorte que l'adversaire pioche des cartes en perdant des points de vie, bon, pourquoi pas, amusez-vous avec ça. Et derrière, vous avez la solution du groupe slug, de dire, bah tiens, tu vas défausser des cartes, bah tiens, tu prends des dégâts, tu pioches des cartes en plus, tu prends des dégâts. En fait, jouez un petit peu comme si vous jouiez à la façon de Nekuzar, mais sans l'accès au bleu, voilà. Et en plus, en jouant un petit peu un mix avec Tergrid et Circonrad. Voilà, qui vont dire, bah tiens, ah tu mets des cartes au cimetière, bah tu prends les dégâts, écoute, voilà, tu te défausses, bah ouais, ton nombre de cartes en main est, ah ouais, bah je sais, c'est moi qui réduis le nombre de cartes dans ta main, mais c'est pas grave, tu vas prendre des dégâts quand même. Donc voilà, autant vous dire que, voilà, en jouant avec ce type de cartes, en disant, bah tiens, tu mets des cartes au cimetière, tu prends les dégâts, pas de problème. En fait, à chaque fois, ça va être super impactant, et vos adversaires vont juste péter un plomb, quoi, voilà. Vous pouvez jouer avec la défausse, le fait de vous auto-meuler aussi, simplement, de dire, bah tiens, je vais réussir à remplir mon cimetière un peu avec les cartes nécessaires, pourquoi pas le sacrifice aussi, ça peut très bien fonctionner. Mais autant vous dire qu'en noir, rouge, vert, vous avez rarement des problèmes pour mettre vos cartes que vous souhaitez au cimetière. Et ça peut aller très vite, un éphémère, un rituel, un terrain, bien sûr, une créature, hop, vous avez le délire, pas de problème. Vous pouvez augmenter ensuite en rajoutant un enchantement, pourquoi pas. Donc ouais, très efficace, mais ça peut aller dans beaucoup de directions, et mine de rien, en fait, c'est comme c'est très large, en fait, en termes de design,
Il y a des possibilités, ça va vraiment être le côté un petit peu contrôle, mais après c'est à vous de voir en fait comment est-ce que vous voulez que le deck tourne, puisque vous avez le moyen d'utiliser un petit peu différentes façons de user vos adversaires. Donc oui, là-dessus je pense que c'est assez intéressant. Si jamais vous le jouez dans un autre deck, bah je pense que les decks les plus adaptés, c'est les decks qui vont justement être dans le remplissage du cimetière. Le fait de dire, bah tiens, je vais mettre des cartes dans mon cimetière pour réussir à atteindre mon but. Frima, en fait, sera un très bon ajout, puisqu'il va réduire énormément les options de vos adversaires. Même s'il fait piocher tout le monde, vous pouvez vous amuser avec ça aussi. Donc ouais, ça fonctionnera très bien. On continue avec le Tisseur à l'essaim, une créature artefact légendaire épouvantail qui coûte 4 dont un noir et un vert. C'est une 2-3, et quand il arrive, vous créez 2 jetons de créatures 1-1 noir et vert insecte avec le vol. Il a le délire, lui aussi. Tant qu'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes dans votre cimetière, les insectes et les araignées que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont le contact mortel. Autant vous dire que voilà, on retrouve le petit côté tribal araignée insecte, et en fait, vous avez envie d'avoir le délire, ça c'est évident. On a envie de remplir le cimetière avec de l'automeule, de la défausse, du sacrifice, etc. Vous avez envie de remplir votre cimetière pour atteindre le délire. Parce que le petit +1/+1 contact mortel, ça fait quand même très plaisir. En plus, si vous jouez avec les araignées et les insectes, il y a des insectes volants un petit peu dans tous les sens. Les araignées ont la portée, ce qui en fait quand même de très bons défenseurs, très bons bloqueurs. Donc vous avez envie justement d'avoir ce genre d'éléments en plus. Et surtout, ça va donner un petit coup de peps un peu là-dedans. Honnêtement, je le vois pas vraiment jouer autrement. Voilà, là-dessus, parce que littéralement, tout fonctionne autour du fait de jouer insecte et ou araignée. Donc, il vaut mieux jouer avec ça, bien sûr. Et si vous voulez jouer dans un autre deck, ça va être pareil, jouer avec les insectes et les araignées, parce que sinon ça n'a pas de sens. La carte suivante est pas mal, c'est le Joyeux Fabricant de Ballons, une créature légendaire humain et clown qui coûte 3 dont un rouge et un blanc. C'est une 1/4 célérité pour 1 en engageant. Créez un jeton qui est une copie d'une autre créature ciblée que vous contrôlez, excepté que c'est une créature 1/1 rouge ballon, en plus de ses autres couleurs et de ses autres types. Et qu'il a le vol et la célérité. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok, très intéressant, puisque ce qui est assez sympa, c'est que déjà d'un côté, on peut copier les légendaires, c'est pas noté qu'on peut pas. Voilà, donc on a un petit côté kikijiki, mais un peu bizarre. Le fait d'avoir vol et célérité fait que si jamais on a des capacités déclenchées à l'attaque de nos créatures, ça peut faire plaisir de les copier grâce aux fabricants de ballons. Et du coup, évidemment, on a effet d'arrivée en jeu, effet pour quitter le champ de bataille, puisque c'est sacrifié. On a le jeu sur les jetons. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont mélangées dedans. Donc autant dire que effet d'arrivée en jeu, effet à l'attaque, le fait de copier une créature, le fait de pouvoir copier les légendaires, le fait de sacrifier donc les effets à la mort également, tout ça, ça devient extrêmement pertinent en fait avec le fabricant de ballons. Et ça en fait un commandant, ma foi, qui est très efficace. Et derrière, si vous voulez jouer dans d'autres decks, oui, les decks qui vont copier d'autres créatures, ça paraît très très bien. Et les decks qui vont jouer avec les jetons vont aussi être ravis. Éventuellement, le deck vol, mais bon, en blanc-rouge, c'est un petit peu moins courant. Voilà, donc là-dessus, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses. On retrouve encore une fois aussi le côté avec... C'est une 1/1 qui est créée par le Joyeux Fabricant de Ballons. Du coup, ça fonctionne très bien avec notre poupée qu'on avait vu auparavant. Donc voilà, tout ça se mélange un petit peu, et ce côté, attends, tiens, vas-y... On peut faire des capacités, ah tiens, c'est des créatures à 1 de force. Il se passe des choses là-dedans, il se passe des choses. On continue avec une carte illustrée par Magali Villeneuve. Eh oui, c'est Marina Vandrel, une créature légendaire humain et psychagogue qui coûte un blanc, un bleu, un noir, un rouge et un vert. Oui, c'est une 5 couleurs. Elle est 3/5, et quand elle arrive, on révèle les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez dans toutes les cartes d'enchantement parmi elles dans votre main, et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Vous pouvez l'engager pour verrouiller ou déverrouiller un accès d'une pièce ciblée que vous contrôlez. N'activez que en rituel. Ok, alors, je vais expliquer vite fait les pièces, mais en gros, c'est des enchantements avec 2 parties. Vous pouvez lancer la partie que vous souhaitez, en fait. Enfin, voilà, vous lancez la partie que vous souhaitez. Et en fait, en gros, l'enchantement considérera que la partie en question que vous avez payée sera déverrouillée quand il arrivera en jeu. Ce sont des enchantements qui ont soit des effets d'arrivée en jeu, soit des effets statiques, etc. Enfin bon, je vais pas vous faire le détail. Mais en fait, vous pouvez toujours déverrouiller l'autre partie de la carte en payant le coût de mana en rituel. Alors du coup, c'est là où c'est intéressant avec Marina Vandrel, puisque elle permet de déverrouiller gratuitement une autre pièce, parce que certaines peuvent coûter assez cher, 6-7 mana parfois. Donc autant vous dire que ça fait plaisir de le faire gratuitement. Mais par contre,
étant donné qu'il y a également des capacités qui se déclenchent au moment où on déverrouille une pièce, le fait de verrouiller à nouveau une pièce pour la déverrouiller ensuite devient assez intéressant. Alors là-dessus, on en parlera un petit peu plus en détail, parce que bon, mine de rien, le nombre de pièces n'est pas non plus gigantesque dans l'extension Morne-Brune, mais par contre, pour parler un petit peu de manière générale, hors la considération pour les pièces qui est très intéressante d'un point de vue stratégique, si vous voulez faire un jeu enchantement 5 couleurs, ça paraît être un très bon commandant, simplement parce qu'on a un moyen de filtrer le dessus de la bibliothèque qui est assez conséquent. 7 cartes, c'est bien en commandeur, on arrive dans les bons chiffres, voilà, clairement. Et autant vous dire que récupérer toutes les pièces d'enchantement, ça paraît quand même plutôt pas mal. Par contre, c'est uniquement à l'arrivée en jeu, ce qui me fait dire que on a envie de jouer du Blink. Mais c'est pas un problème, vu les couleurs dans lesquelles on joue, c'est-à-dire toutes. Et surtout, c'est pas un problème avec le fait qu'on joue les enchantements, puisque je vous rappelle qu'on a d'un côté le cercle de téléportation, qui permet de blinker à la fin du tour, donc ça fait quand même plutôt plaisir. Et derrière l'autre côté, simplement, Tassa, la Batréenne, qui est une créature enchantement, donc du coup ça passe aussi, et du coup vous pouvez jouer avec ça là-dessus pour blinker Marina Vandrel, et en fait récupérer les enchantements, encore et encore. Et du coup si vous voulez jouer enchantement 5 couleurs, alors là c'est la fiesta, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, ça paraît vraiment excellent. Mais il y a aussi autre chose. J'ai pas fini. Ah oui, j'ai pas fini, vous vous rendez compte. Je l'ai dit, Tassa Batréenne est une créature enchantement. Et d'ailleurs, dans l'édition même Morne-Brune, il y a pas mal de créatures enchantement qui existent. Et justement, vous pouvez vous amuser à faire aussi un deck avec les créatures enchantement, le cumul de Kamigawa, Teros, les différents blocs Teros, le dernier Kamigawa, et du coup Morne-Brune, en faisant une sorte de gros tribal créature enchantement, avec le meilleur du meilleur, et Marina Vandrel qui va être là juste pour récupérer en plus des créatures enchantement à tour de bras. Ce qui en fait du coup un deck aggro, on peut partir sur cette direction-là. Donc c'est vraiment assez intéressant, assez intriguant. Alors si vous voulez la jouer dans un autre deck, bon courage, parce que c'est un commandant 5 couleurs. Il n'y a pas beaucoup de commandants à mon goût qui jouent autour des 5 couleurs et les enchantements. Si vous voulez partir dans la direction saga, je ne l'ai pas précisé auparavant, mais c'est également faisable, hein, du coup. Mais du coup, peut-être que Tom Bombadil voudra bien de Marina Vandrel. Voilà. Il est peut-être seul, voilà. Bon, pourquoi pas. Ça peut être pas mal du tout, et en fait, c'est un bon complément, justement, à certaines stratégies. Donc, mais moi, je la vois plutôt à la tête du deck, avec une possibilité de faire vraiment un gros good stuff enchantement. Ce qui est à la fois sympa et un peu inquiétant. Voilà. Donc, bon... courage. On continue avec Nashi, chercheur de l'ombre, une créature légendaire rat, ninja et sorcier, qui coûte un bleu et un noir, c'est une 2/2 menace, et quand il inflige des blessures de combat à un joueur, vous meulez autant de cartes. Vous pouvez mettre n'importe quel nombre de cartes légendaires et ou d'enchantements parmi elles dans votre main. Si vous n'avez pas mis de cartes dans votre main de cette manière, mettez un marqueur +1/+1 sur Nashi. Et là-dessus, c'est très intéressant parce qu'on a ce côté assez multiple, avec le côté dégâts. De l'autre, on veut faire de l'automeule, on veut faire du légendaire, des enchantements. Ça sera probablement plus d'ailleurs autour des légendaires, parce que les enchantements en bleu-noir, c'est pas non plus le genre de chose qui va être tip-top. Mais par contre, il nous faut vraiment de l'évasion en plus pour Nashi. Parce que le petit souci, c'est quand même... menace, c'est un poil léger, surtout pour une 2/2. C'est un petit peu compliqué. Mais en plus, autre chose, truc qui m'embête un peu, c'est que le nombre de cartes meulées n'est pas fixe, il est dépendant de la force, du nombre de dégâts en fait que va mettre Nashi. Et ce qui est un peu étrange, parce que de l'autre côté, on n'est pas vraiment dans une couleur qui a tendance à booster énormément la force. Quoique si, un petit peu, il y a 2-3 bricoles, mais voilà. C'est pas non plus le truc majeur qu'on repère, c'est pas vraiment des couleurs qui aiment booster à la base en bleu-noir. Donc, ouais, ça va être un petit peu bizarre. On peut jouer avec, si vous voulez jouer dans d'autres decks, il y a les decks ninja qui peuvent l'utiliser. On a les decks éventuellement avec Félix, voilà, aux 5 bots. Puisque, simplement, comme c'est un effet au moment du toucher, c'est le genre de choses qui va nous intéresser, en fait. On continue avec un revenant, c'est Nico, lueur d'espoir, c'est une créature légendaire humain et sorcier, qui coûte 4, dont un blanc et un bleu, c'est une 3/4, quand il arrive, créez 2 jetons éclat, et enfin, pour 2 en l'engageant, exilez une créature non légendaire ciblée que vous contrôlez, les éclats que vous contrôlez en deviennent des copies jusqu'au début de la prochaine étape de fin. Renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Ok, très étrange, parce qu'en fait on est encore une fois sur de la copie, mais pas de la copie avec effet d'arrivée en jeu, puisqu'en fait on transforme les éclats, les 2, bon peut-être même plus si jamais vous voulez copier des jetons, ou copier des effets d'arrivée en jeu de Nico,
pourquoi pas, eh bien, on a ce côté, on va copier une créature, mais sans créer une copie, juste en transformant d'autres éléments du champ de bataille en cette créature-là. Donc les effets d'arrivée en jeu ne fonctionnent pas. Mais les effets statiques et les effets éventuellement à l'attaque, capacité activée, c'est intéressant, ça peut fonctionner. Ok, très bien. Mais par contre, étant donné que la carte est exilée puis renvoyée en jeu, ça me donne envie quand même de mettre des effets d'arrivée en jeu. Donc en fait, il nous faudrait, pour Nico, pour faire vraiment un deck autour, là je parle vraiment de ça, il nous faudrait en fait quelque chose qui va jouer à la fois sur j'ai un effet d'arrivée en jeu, des créatures qui ont cet effet-là, et en plus, j'ai un effet avec une capacité déclenchée à l'attaque, à un moment précis du tour, ou bien simplement un effet statique, intéressant à proposer en plus. Du coup, ça restreint pas mal en fait la construction autour. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, mais ça m'a demandé beaucoup de recherche en fait là-dessus. Donc c'est un équilibre assez précaire, et là où la recherche va être très importante justement, c'est dans cet équilibre dire bah tiens, est-ce que je vais exploiter juste le fait de faire des copies? Pourquoi pas? Ou est-ce que je vais partir en mode bah non, j'ai vraiment envie d'exploiter à fond, en faisant le blink, etc. Si vous voulez jouer dans d'autres decks, bah, ça paraît assez évident qu'on peut jouer dans des decks qui ont des jetons, ou qui vont plutôt doubler le nombre de jetons, etc. Donc bon, malheureusement en blanc-bleu c'est un peu particulier bien sûr, mais derrière on a aussi simplement bah, tous les jeux blink, tous les jeux qui vont adorer le fait d'avoir des effets d'arrivée en jeu. On peut s'amuser avec ça aussi. Et oui. On enchaîne avec Rip, chasseuse d'engeance, une créature légendaire humain et survivant qui coûte 4 dont un vert et un blanc. C'est une 4/4 qui a la survie encore une fois. Au début de votre deuxième phase principale, si Rip est engagé, révélez les X cartes de votre bibliothèque, X étant sa force. Mettez n'importe quel nombre de cartes de créatures et ou de véhicules avec des forces différentes parmi elles dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors, ce qui est assez dingue là, c'est que du coup, tout à l'heure je parlais justement du fait de pouvoir jouer notre petit animal vert en véhicule monture, et bien là c'est faisable à nouveau avec Rip. On peut jouer véhicule et monture parce que il nous permet de récupérer des montures et des créatures et des véhicules. Ce qui fait quand même qu'on a envie justement de jouer autour de cette stratégie-là. C'est assez efficace et surtout en fait Rip est très intéressante quand on considère notamment que certains véhicules et certaines montures permettent de booster les créatures qui les ont chevauchées ou pilotées, ou éventuellement simplement de booster n'importe quelle créature. Ça c'est très intéressant, et du coup ça augmente le nombre de cartes auxquelles Rip a accès. Après derrière, moi autre chose qui me choque un peu, c'est le retour de quelque chose d'assez subtil dans la carte, c'est le fait de parler de créatures et de véhicules avec des forces différentes. Et du coup ça m'a fait beaucoup rappeler la congrégation qu'il y avait eu dans Innistrad Chasse de Minuit, avec le fait de jouer justement sur tiens, j'ai au moins 3 créatures avec des forces différentes. Et à partir de là, bah, je me dis que la combinaison de ces deux stratégies, de ces deux éléments-là, dans le deck Rip, bah, sera plutôt intéressante. Et tout ça en faisant un deck un peu créature good stuff, éventuellement, c'est faisable. Et ça fonctionnerait plutôt pas mal. Bon, voilà. Sinon, évidemment, si vous voulez la jouer dans un autre deck, bah véhicule, ça paraît plutôt pas mal, quoi. Honnêtement, ou alors un deck avec des marqueurs +1/+1, ça paraît très efficace, puisque bon, voilà, Rip va se booster, il va gagner des marqueurs en plus, ça va donner plus de créatures qui vont du coup donner plus de boost. Ça peut être très intéressant en fonction de la construction. On continue avec Victor, sénéchal de Valgavoth, une créature légendaire humain et psychagogue, qui coûte 3 dont un blanc et un noir. Elle a l'angoisse, c'est une 3/3, pardon, excusez-moi. Elle a angoisse à chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce. Surveillez 2 si c'est la première fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci. Si c'est la deuxième fois, chaque adversaire se défausse d'une carte. Si c'est la troisième fois, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature depuis un cimetière. Waouh! Encore une fois, on retrouve le côté avec les pièces, qui est très intéressant, et comme je vous ai dit, on a un commandant qui permet de reverrouiller des pièces et de les déverrouiller ensuite. C'est un peu con, vu Victor, n'est-ce pas? Alors, quand on parle de déverrouiller complètement une pièce, en fait, c'est que vous déverrouillez une partie de la pièce, et ensuite vous déverrouillez l'autre, dans le sens que vous souhaitez, bien sûr. Donc du coup, quand vous avez déverrouillé en intégralité la pièce, ça paraît assez intéressant, justement, d'utiliser cette capacité-là. Mais ce qui est assez dingue en fait, c'est la capacité de Victor à jouer autour de la réanimation. Parce que, d'un côté, surveiller 2, donc ça nous permet de mettre nos créatures au cimetière. Ensuite, on fait défausser chaque adversaire d'une carte. C'est pas mal du tout, ça c'est vraiment pas mal. Et ensuite, dernièrement, on ranime une créature depuis n'importe où. Et du coup, en fait,
tout dans les capacités, dans ces 3 résolutions de la capacité, tout est prévu en fait pour arriver jusqu'à cette 3e résolution qui va permettre de ranimer une créature. Puisque soit c'est vous qui allez mettre une créature au cimetière, soit c'est les adversaires qui vont mettre une créature au cimetière, et dans tous les cas, vous allez pouvoir avoir quelque chose à ramener. Voilà. En fait, Victor vous donne les outils, et pour arriver à sa 3e capacité qui va permettre, enfin sa troisième résolution, qui va permettre justement d'arriver à ce petit côté. Bah tiens, bam! Vas-y, c'est le moment où je vais faire quelque chose, où je vais pouvoir ranimer une grosse bête. Très très intéressant. Honnêtement, Victor est vraiment excellent, j'insiste là-dessus. Parce qu'en fait, ce côté jeu sur les enchantements, en blanc-noir, on a quand même pas mal de petits enchantements éventuellement. Des petites auras, hein, rien du tout. Voilà, parce que plutôt que de jouer avec les pièces et d'essayer de les compléter, même s'il y en a certaines qui seront intéressantes avec Victor, sans aucun problème, eh bien, pourquoi pas simplement jouer avec ces petits ces petits enchantements qui vont permettre de protéger Victor, de le booster éventuellement si jamais vous voulez taper avec, et juste de dire bah tiens, je vais ranimer des bêtes dans tous les sens, je vais faire défausser tous mes adversaires, et rendez-vous compte un petit peu de la puissance du bazar, quoi. Chaque adversaire qui défausse une carte, c'est quand même extrêmement puissant. Et si jamais vous souhaitez, alors c'est marrant parce que c'est intervertible, mais en gros vous pouvez jouer Victor dans un autre deck, ça me fait beaucoup rire de dire ça, un peu crisé mais un peu rire quand même, c'est simplement le Daxos, le reparu, le blanc-noir en fait qu'il y avait eu dans Commander 2015, qui était vraiment pas très bon à l'époque, mais du coup avec Victor, et ben en fait il est pas mal du tout, et les deux fonctionnent super bien ensemble, même si on n'a pas ce côté, enfin Daxos n'apporte pas grand chose à la réanimation, par contre on a quand même sur Daxos la possibilité de faire des jetons créatures enchantements, et ça c'est plutôt pas mal puisque c'est pas quand on lance les enchantements, mais quand ils arrivent en jeu. Donc là-dessus, encore une fois, on peut jouer sur le fait de jouer avec les créatures enchantements, etc. Enfin bon, pas mal de choses possibles. Et éventuellement, pourquoi pas jouer Victor, en fait, dans un jeu qui va tourner un petit peu autour du Voltron. Voilà, dire, bah je joue au blanc-noir avec des auras partout. Bah let's go, hop, je vais jouer avec Victor, y a pas de problème. Mais alors Voltron, mais il faut quand même trouver un moyen de ranimer des bêtes intéressantes, bien sûr. On termine les cartes multicolores avec Zimone, toujours interrogatrice, et ouais, elle est de retour, ça fait plaisir. Elle coûte 3 dont un vert et un bleu, c'est une 1-1 humain et sorcier. Et au début de votre étape de fin, si un terrain est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci et que vous contrôlez un nombre premier de terrains, créez Primo, l'indivisible, un jeton de créature légendaire 0-0 verte et bleu fractal, puis mettez autant de marqueurs +1/+1 sur lui. En rappelant que 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 et 31 sont des nombres premiers. Ce qui est déjà pas mal comme un rappel, je trouve. Donc voilà. Alors, très intéressant, parce que il faut quand même calculer le truc, il est noté que 3 est un nombre premier. Logiquement, si on pose notre 3ème terrain, on joue Zimone, au début de notre étape de fin, on a un terrain qui arrive sur le champ de bataille ce tour-ci, on a un nombre de terrains qui est premier, donc du coup, on va faire un primo, du coup, qui est 3-3. C'est très bien, donc voilà. Très intéressant là-dessus. Mais c'est ça qui est assez marrant, et voilà, vous savez que généralement je râle un peu sur les commandants simiques, un peu rampe comme ça, mais là on a des maths. Et du coup c'est probablement l'une des meilleures représentations des Quandrix de Strixhaven qu'on peut avoir. Donc merci Zimone, très bien, je suis très heureux. Mais en fait on a vraiment ce petit côté, on va devoir ramper mais avec du calcul. C'est quand est-ce que je vais ramper, comment est-ce que je vais ramper, est-ce que je vais ramper de 1 terrain, 2 terrains, est-ce que je vais plutôt le faire à ce moment-là, ce tour-ci ou ce tour-là, pour réussir en fait à faire ce jeton. Alors après, il y a un léger problème. Un très léger problème, le jeton il est légendaire. C'est-à-dire que quand un nouveau jeton va arriver de primo, bah en fait on va devoir sacrifier le précédent. Enfin, on va avoir envie de sacrifier le précédent, j'imagine. Mais là-dessus, c'est le truc qui m'inquiète un petit peu. Parce qu'on peut jouer sur le fait qu'on va créer des jetons, sans problème. On peut jouer aussi sur le fait que les fractales gagnent des marqueurs +1/+1. Du coup, mettre plus de marqueurs, c'est encore meilleur. Faire en sorte de doubler le nombre de marqueurs, oui, ok. Peut-être de booster, de donner du piétinement, de donner de l'imbloquable, du vol avec les marqueurs, c'est très efficace. Et de manière générale, vous allez avoir envie de jouer Zimone dans les decks qui correspondent à ça. Marqueurs, jetons, rampe. Mais ce côté, mince, j'ai un jeton légendaire. Ça va peut-être vous faire un peu mal des fois. Voilà. J'avoue que après, il va falloir d'autres supports. En fait, je pense que Zimone, ça va juste être un moyen d'avoir un jeton qui vient de manière relativement récurrente, hein, n'est-ce pas? Et qui sera très efficace, hein, une bonne bête, comme il faut. Mais derrière, pourquoi pas la jouer soit dans un deck, ou avec dans le deck Aizy, Tatiova,
qui sont des commandants très intéressants, et qui apportent vraiment ce petit côté, on va mettre plus de terrain, on va jouer sur le fait qu'on va ramper. Donc on retrouve ce côté ramp, mais avec une version un peu plus réfléchie, et si vous voulez jouer vraiment autour de Zimon, plus dans la maîtrise, dans le calcul. Voilà. Donc je suis assez intrigué, pas forcément convaincu que la carte est excellente, mais intrigué. Et enfin on termine avec Marvin, Mimique Meurtrier, une créature artefact légendaire jouée qui coûte 2, c'est une 2-2, et il a toutes les capacités activées des créatures que vous contrôlez qui n'ont pas le même nom que cette créature. Ok. Je vous avoue que si vous voulez jouer en tant que commandant, ça va être assez complexe, parce que là on parle de jouer full incolore. En soi, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est vrai que les capacités activées en incolore chez les créatures, il y en a. Il y a des capacités de mana un petit peu dans tous les sens, il y a d'autres capacités intéressantes. Mais en incolore, vous le savez, hein, on a quand même une majorité d'Eldrazi, de créatures artefacts plutôt ok, des fois parfois un peu cher aussi. Bon, je ne sais pas trop là-dessus, je suis un peu circonspect là. Donc je pense que ça sera vraiment très très complexe de le faire en tant que commandant, même s'il doit y avoir des possibilités autour. Il y a éventuellement, enfin, moi j'avais regardé un petit peu, mais parce que on peut jouer aussi avec le fait que les équipements vont donner des capacités à des créatures, donc du coup on peut jouer sur des effets un petit peu de boucle et de combo, mais je trouve ça un peu... ça va être lourd parce qu'il faut se rappeler que comme on est en full incolore, aller chercher les cartes qui vont permettre de faire les combos, ça va être lourd. Très lourd, voilà, je le dis tout de suite. Hein. Donc là-dessus, je me pose des questions sur les possibilités autour du commandant, hors des combos à la con possibles, mais du coup il faut aligner les astres. Je ne sais pas trop, je suis pas un grand fan. Par contre, dans les decks, je pense que voilà, si vous avez déjà vu un deck avec Zirda, qui réduit le coût des capacités activées, etc., d'autres decks qui fonctionnent dans le même genre, en jouant capacité activée sur les créatures, Marvin, mais c'est un ultra bon candidat. Il va être heureux, voilà, c'est un petit jouet heureux. Donc là-dessus, honnêtement, je pense que dans ce style de deck, par contre, il s'intègre super bien. Ça peut même donner lieu à des synergies, des combos peut-être un petit peu fun, quoi. Donc autant vous dire que je pense qu'il a sa place dans ce type de deck. Bon, qu'est-ce que je pense un petit peu de cette édition Morne-Brune pour les commandants qui sont proposés? Alors déjà, je suis quand même assez content, on n'a pas tant de commandants que ça. Voilà, si j'ai bien compté, on en a 19, voilà. Ce qui est un peu inférieur à ce qu'on avait eu encore il y a quelques éditions. Je vous rappelle, on était à plus d'une vingtaine, voire même une trentaine des fois. C'était tendu. Là, ici, en fait, ce que j'aime bien, alors, c'est valable pour quasiment tous les commandants, quasiment. On sent qu'il y a des commandants qui ont été plus designés, juste, on veut les avoir en légendaire pour éviter que les joueurs les aient en plusieurs exemplaires dans sur le champ de bataille. Tout à fait correct. Mais ce que j'aime bien, c'est que les commandants monocolores apportent quelque chose. Il y a quelque chose d'intéressant à faire avec, c'est pas juste des commandants monocolores où tu vas dire « Ouais, mais c'est bien de mettre dans le deck », et non, là, on peut jouer avec réellement en tant que commandant. Bon, il y en a, c'est plus compliqué que d'autres, hein, voilà, Valgavoth, clairement, ça va être compliqué de le lancer. Mais il y a vraiment une recherche, et il y a vraiment des choses intéressantes, et on peut les jouer en tant que commandant monocolore à la tête de leur deck sans problème, ce qui est une bonne chose, parce que ça évite de tourner directement vers le multicolore et fait « Ah tiens, 2-3 couleurs ». Non, on peut jouer monocolore. Derrière, chose intéressante, c'est le multicolore, parce qu'on a un peu de tout. J'ai trouvé, alors honnêtement, à part quelques très rares exceptions, je veux dire là j'en vois un qui est vraiment pour moi un petit peu en dessous, mais en fait tous les commandants multicolores sont intéressants. On a ce côté où certains explorent des choses en laissant pas mal de liberté, certains vont accentuer certaines stratégies, notamment je pense à Arabelle, hein, voilà, ça fait plaisir de voir en fait cette stratégie du 2 de force et moins qui est vraiment mise en avant. Mais vraiment, il y a plein de choses intéressantes, et ça va dans plusieurs directions en même temps. On retrouve évidemment un peu le côté, ah bah tiens, les effets d'arrivée en jeu, ah bah tiens, les copies, on a ce petit côté petit côté Blink qui revient quand même pas mal de fois hein, dans les cartes. Mais c'est assez intéressant, le jeu sur les enchantements, mais de plusieurs façons différentes. Franchement, moi je suis assez convaincu. L'édition me paraît très intéressante d'un point de vue commandant. Ça donne envie de construire des choses en fait, pas forcément des choses compliquées ou ultra réfléchies, mais juste se dire, bah tiens, là il y a un commandant qui est sympa pour cette stratégie-là, pourquoi pas le monter? Ça fait plaisir, voilà. J'ai envie de jouer véhicule, j'ai envie de jouer monture, voilà, j'ai les commandants possibles. Et de manière générale, en fait, c'est vraiment le feeling de cette extension. C'est... On a du nouveau qui va accentuer certaines stratégies,
du nouveau qui va s'intégrer très bien dans certaines stratégies et qui peut juste faire tourner la stratégie autour de ce commandant-là. Et ça fonctionne bien en fait. C'est pas lourd, c'est pas redondant, c'est juste vraiment intéressant. Donc bon, moi je suis très convaincu par les commandants de l'extension en tout cas. Voilà, donc bon, voilà. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, voilà, si vous avez des précisions à apporter, que vous voulez que je vous réponde à certaines questions, pas de problème. Moi je vous dis en tout cas à la prochaine, et salut à tous. Bye bye.